Est-ce que c'était le moment, est-ce que c'était la place, est-ce que c'était le rôle du ministre de l'Intérieur de se rendre ce soir, cet après-midi sur place ? On aurait attendu du ministre de l'Intérieur surtout des mesures en amont, c'est-à-dire qu'il a eu 2 actes dans le passé, il a commis 2 actes à connotation raciste extrêmement claire, il a été condamné pour cela et en fait il n'est pas fiché, il n'est pas suivi par les renseignements alors qu'on sait que le terrorisme aujourd'hui, ce que l'on craint le plus sont les loups solitaires, manifestement il en fait partie et là c'est comme si on avait une forme de déni du caractère violent de l'idéologie raciste et là on le voit et donc les Kurdes n'ont pas été protégés en fait et protéger un ministre de l'Intérieur mais ne pas protéger la communauté, je pense que oui il y avait une forme de poids de mesure qui était inacceptable et voilà évidemment la violence n'est jamais acceptable y compris du côté des manifestants mais ceci dit là on comprend aussi l'émotion et la colère qui peut se générer d'autant que les Kurdes ont souvent fait l'objet ça réveille une colère. Oui, puis ont souvent fait l'objet d'attentats en réalité. Sandrine Rousseau, on a entendu aujourd'hui beaucoup de vos camarades de la NUPES dire que c'était un crime raciste, sans attendre les conclusions de l'enquête, même si effectivement il y a un certain nombre d'éléments, mais affirmer en tout cas c'était un crime raciste et cibler directement l'extrême droite. L'extrême droite tue, voilà ce qu'on a pu lire de la part de Rachid Temal sur les réseaux sociaux. Vous dites la même chose, vous aussi, ce soir ? Déjà, je pense qu'il faut mettre le mot terrorisme. Voilà, c'est un attentat. Alors le parquet national antiterroriste n'est pas saisi. Oui, mais moi je suis très surprise de l'utilisation de différentes qu'on fait du mot terrorisme. C'est-à-dire que on aurait pu très bien tout de suite imaginer une qualification de cet ordre vu que les mobiles politiques en fait me semblent assez difficiles à nier parce que le racisme est un mobile politique aujourd'hui. Donc je comprends pas pourquoi on n'utilise pas ce terme. Et en l'occurrence, ne pas mettre les bons mots, c'est ne pas qualifier la violence de la bonne manière. Et quand j'entendais Gérald Darmanin parler d'éco-terrorisme, par exemple, pour des militants. Oui, mais enfin, je veux dire, pardon, mais il y a c'est quand la même justice qui décrète si effectivement c'est un non, en l'occurrence, là, on voit que il y a eu une défaillance de l'État puisque si ce mot avait été utilisé déjà pour le camp de migrants, eh bien, il aurait été fiché S et il aurait été suivi et que peut-être on aurait évité ce deuxième et se ressaisir face à une montée de l'extrême droite qui légitime en fait ce type d'acte derrière. Ça ne veut pas dire que c'est l'extrême droite politique qui en est responsable, mais ça veut dire que la banalisation de ce courant-là fait que certaines personnes se sentent légitimes à agir. C'est ça, qu'est-ce que vous qualifiez, vous, d'extrême droite quand vous dites ça ? Est-ce que vous ciblez pour être clair des responsables des discours pour être clair, est-ce que vous ciblez les discours haineux de certains responsables politiques ? Je cible une idéologie xénophobe et raciste et quand dans l'Assemblée nationale, on entend qu'il retourne en Afrique, eh bien quand on a des individus violents comme celui-là manifestement, eh bien c'est une manière de légitimer un passage à l'acte. Donc mettons les mots comme vous dites, pour être clair, vous visez le RN, c'est l'extrême droite politique que vous visez. Je pense en tous les cas que là on est trop faible face à cette extrême droite qui monte et dont on banalise l'action alors même que on l'a vu dans d'autres pays. Il ne faut jamais banaliser l'extrême droite. Et soyons clairs, ce que vous nous dites ce soir, c'est que selon vous, ce qu'il s'est passé là, vous le mettez en lien avec les discours qu'ont pu tenir des responsables du Rassemblement national. Je pense que dès lors que vous légitimez des propos racistes, y compris dans l'Assemblée nationale, alors vous permettez à des personnes qui sont violentes de passer à l'acte. Oui. Christophe Barbier, alors c'est intéressant parce qu'on avait maître Florence Roas qui est en plateau et depuis tout à l'heure qui nous dit attention, il faut lever le pied, l'enquête n'a pas encore rendu ses conclusions, pour l'instant soyons extrêmement prudents, ça s'est passé ce matin, on a des éléments d'information qui nous parviennent comme ça, mais à ce stade il faut être extrêmement prudent et attendre les conclusions de l'enquête. Est-ce que les politiques vont pas un peu trop vite ? Ça veut dire quoi être terroriste ? Ça veut dire identifier d'abord un mode opératoire organisé avec une construction d'un projet d'attaque et puis un mobile. Un mobile. Et pour les enquêteurs, ça va être ça. Ça va être ça pour qualifier ou non de terroriste ces choses-là. Rappelez-vous, quand Xavier Jugelé avait été tué sur les Champs-Élysées, on était juste avant une élection présidentielle, et il y avait aussi un peu de temps avant qu'on qualifie de terroriste cette action. Pourquoi ? Parce que le tueur avait déjà fait de nombreuses années de prison parce qu'il s'en était pris à des policiers
sans islamisme politique. Et puis, entre-temps, il s'était radicalisé, et au moment de l'assassinat de Xavier de Jugelé, il était évident que sa motivation, que son mobile d'islamisme politique qualifiait les faits terroristes. Après, quand on arrive au tribunal, on peut aussi requalifier les faits pendant une enquête et au moment du tribunal. Souvent d'ailleurs dans le cas de racisme ou d'antisémitisme. C'est au nom d'une idéologie, ça n'est pas au nom d'un mode opératoire, c'est au nom d'une idéologie. Et là, l'idéologie manifestement est raciste. Alors justement, le cadre légal, Alexandra Gonzalez, quel est le cadre pour qualifier un acte de terroriste? Alors c'est à l'appréciation des magistrats du parquet national antiterroriste et plusieurs critères doivent être remplis pour cela. Il faut notamment qu'il y ait une idéologie derrière et qu'il y ait une volonté de semer la terreur. Néanmoins, parfois, comme c'est à l'appréciation de magistrats, ça peut être contestable. Je me souviens notamment de cet homme qui avait foncé sur une mosquée et qui avait blessé 2 fidèles de cette mosquée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le sud de la France. Je me souviens régulièrement le fils de l'un de ces 2 fidèles au téléphone qui me disait « Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas qualifié d'attentat alors que cet homme a délibérément foncé en voiture sur la mosquée et a blessé mon père. » Pour autant, eh bien, la justice estimait que non, c'était un acte à caractère raciste, mais que ce n'était pas terroriste. Donc vous voyez, c'est une ligne de crête qui est assez difficile et qui est vraiment à l'appréciation des magistrats spécialisés. Avec des conséquences lourdes, c'est pas du tout les mêmes peines si on est sur une affaire de droit commun ou si on est sur une affaire de terrorisme. C'est pas les mêmes durées de garde à vue déjà. Oui, exactement, parce que ça peut aller jusqu'à 96 heures. Donc déjà, on n'a pas la même durée de garde à vue, mais pour revenir à ce que disait Madame Rousseau, il faut bien comprendre, et c'est un peu... Effectivement, vous avez une approche politique, et je peux le comprendre, mais les faits et l'émotion que peuvent susciter certaines infractions et le droit, c'est totalement distinct. Une qualification juridique, c'est quelque chose de très précis, très pointu. Le droit, tout le monde ne le comprend pas forcément. C'est une formation, hein, c'est pour ça que parfois la qualification par les magistrats d'une infraction est laissée à l'appréciation discrétionnaire des magistrats, c'est une expression d'ailleurs, en se fondant après sur le code pénal, le code de procédure pénale, mais n'est pas terroriste forcément un acte raciste. C'est ça. Il faut bien distinguer. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement. Et cela, ce sera un peu clarifié au fil de la garde à vue et par la suite de l'information judiciaire. Aussi complexe que ça puisse paraître, mais c'est la réalité juridique. Quand j'entends, le ministre de l'Intérieur n'avait pas hésité à qualifier d'éco-terroristes les gens qui étaient sur les bassines à Sainte-Soline, sans aucune valeur judiciaire. Donc je veux dire, j'entends la vérité judiciaire et c'est un processus. C'est pas parce qu'il y a des abus de langage chez les uns qu'il faut qu'il y en ait chez les autres. Non, mais là, en l'occurrence, il y a quand même une réitération d'actes violents vis-à-vis de personnes qui sont racisées. Et donc, je veux dire, à quel moment en fait on décide que on n'a pas des mots forts pour dénoncer ça? Moi, j'ai les mots les plus forts qui puissent être. On va retourner, si vous le permettez, sur le terrain. Bonsoir Alexandra Cordoba, vous êtes la maire NUPES du 10e arrondissement de Paris. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les tensions qui sont en cours depuis 16h30 maintenant? Et cette terrible attaque meurtrière et raciste qui est intervenue à l'encontre de Kurdes qui vivent dans le 10e ou qui travaillent dans le 10e a mis l'ensemble de l'arrondissement, mais bien entendu a fortiori l'ensemble de la communauté kurde dans un émoi très grand. Une très grande colère s'exprime aujourd'hui devant cet acte incompréhensible et d'une violence inouïe. Est-ce que vous en savez plus sur le profil des victimes? Alors il s'agit de 2 hommes kurdes et d'une femme kurde qui ont été tués par cet individu qui donc a tiré à la fois à l'intérieur du centre communautaire kurde de la rue d'Anguin, mais également dans un restaurant et dans un salon de coiffure. D'ailleurs, je voudrais saluer le grand courage des personnes qui, à l'intérieur du salon de coiffure, ont permis de maîtriser cet individu et qui ont pu ainsi permettre l'intervention des forces de l'ordre dans de meilleures conditions. On peut dire que la communauté kurde, y compris, s'est montrée très courageuse face à cette attaque aujourd'hui.
Et on va voir la vidéo dans un instant, effectivement, de cette interpellation. Est-ce que vous avez pu échanger, je l'imagine, avec les habitants du quartier, avec cette communauté kurde? Dans quel état d'esprit ils sont ce soir? Là, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de tensions. On imagine aussi qu'il doit y avoir de l'inquiétude. Tout le monde a été profondément choqué, d'abord parce que l'attaque en elle-même était d'une très grande violence. Il y a eu beaucoup de témoins, beaucoup de gens qui ont été ainsi témoins de ces assassinats. Et puis, vous savez, le 10e, c'est un arrondissement qui accueille de multiples communautés étrangères qui vivent en parfaite harmonie, et ceci depuis de nombreuses années, des dizaines d'années. Évidemment, cette attaque raciste dans le 10e a profondément choqué tout le monde et révolter tout le monde. Il y avait des menaces particulières qui pesaient sur ce centre kurde? Pas particulièrement connu ni de moi ni des services de police. Par contre, on sent monter dans la société de fait de la haine, du rejet de l'autre, du racisme, des expressions d'extrême droite nombreuses. On voit que des gestes comme ça peuvent être aussi peut-être induits en partie par cette ambiance ou ces idéologies de la haine et du rejet qui progressent dans la société. Vous ciblez, vous aussi, ce soir, l'extrême droite, comme Sandrine Rousseau qui nous disait il y a un instant, bah oui, certains discours qu'on entend au Parlement, de la part du Rassemblement national, ça peut avoir un effet chez certains individus et provoquer, arriver à ce genre de drame. Je pense que la libération de la parole de haine, de la parole du rejet, de la parole raciste, en effet, peut avoir à un moment donné des conséquences et des conséquences lourdes, y compris des conséquences meurtrières comme aujourd'hui. En tout cas, cet acte est visiblement un acte raciste, un acte conduit à l'encontre d'étrangers, comme d'ailleurs cette personne en a déjà commis par le passé. Encore une question, une précision sur le suspect. On sait désormais qu'il habitait à 1,5 km de là où il a commis cet acte. Il avait été libéré il y a 11 jours. Est-ce que sur ces 11 jours, il avait fait déjà parler de lui de quelque manière que ce soit? Pas à ma connaissance. Ce que je voudrais dire moi ce soir, c'est d'abord d'inciter chacun, bien sûr, chacun a le droit de manifester, y compris sa colère, et je m'associe profondément à l'émotion forte qu'a provoqué ces crimes, mais un appel au calme aussi que je voudrais lancer. Et puis je voudrais dire que la mairie accueillera dans le cadre d'une cellule psychologique de soutien toutes les personnes qui auront été soit témoins ou qui auront besoin d'un soutien dans cette séquence. Encore une ultime question. On sait que le Conseil démocratique kurde de France va organiser une manifestation demain à midi, place de la Concorde. Est-ce que au niveau de la municipalité, il y a peut-être un hommage, une marche blanche, quelque chose qui va être prévu là dans les prochaines heures, les prochains jours? Dans tous les cas, je pense que nombreux seront les personnes qui souhaiteront s'associer à cet hommage aux victimes. Mais au-delà de ça, dans quelques jours, sera organisé également un hommage aux 3 femmes kurdes assassinées il y a 10 ans. Je pense d'ailleurs que cette concomitance de temps réveille chez la communauté kurde, et on le comprend, un grand sentiment d'injustice et de colère. Merci beaucoup Alexandra Cordebar d'avoir été en direct ce soir avec nous. Beaucoup de questions, Sandrine Rousseau, qui se posent ce soir effectivement concernant cet individu, notamment parce qu'il était connu, on l'a rappelé, pour des 2 antécédents judiciaires. Il s'en était pris notamment l'année dernière, à la même époque, en décembre 2021, à un camp de migrants, une attaque avec un sabre où il avait blessé plusieurs individus. Et ce qui stupéfait effectivement tout le monde, c'est qu'il était libéré il y a 11 jours. Il était sorti de détention provisoire, placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Mais voilà, ce que nous expliquait maître Florence Rouas, c'est la loi, parce qu'en fait, par rapport à la peine qu'il risquait, on ne peut pas garder un individu plus d'1 an en détention provisoire. Est-ce que cette loi, selon vous, on entend certains responsables politiques le dire, est-ce que cette loi, il faut la faire évoluer? En tous les cas, dans le cas d'un individu aussi violent que lui, manifestement, on aurait dû le mettre sous surveillance. Enfin, on aurait dû surveiller sa sortie de prison. Et on aurait dû, et c'est là qu'il y a quand même une défaillance de l'État, c'est qu'on aurait dû le suivre
jour après jour et voir comment il se comportait en sortie de prison. Parce que je disais, maître Florence là... tout à l'heure, c'est qu'on peut même mettre un policier derrière chaque individu qui est placé. Oui, mais encore une fois, tout cela revient à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le caractère de loup solitaire et d'attentat contre le camp de migrants qui a été minimisé et donc on a minimisé la violence de cet homme. Et en fait, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas le danger que représente la montée on peut l'appeler ultra-droite, mais à la fin c'est quand même une extrême droite idéologique où des personnes, souvent individus, parce que je doute, mais j'en sais rien en fait, qu'il y ait des organisations politiques qui prônent la violence, mais peut-être que oui, mais en tous les cas il y a des individus qui peuvent se sentir légitimés dans une violence individuelle et dans des actes individuels, et là en l'occurrence vraiment je pense que cet homme-là, on a minimisé sa violence et je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas pourquoi, parce que le caractère raciste était évident du premier acte. À coups de sabre dans un camp de migrants, enfin c'était évident quoi. Ouais. C'est vrai que la loi, tout le monde la comprend pas, mais elle est ainsi faite, et quand il y a une qualification juridique, ça répond à des critères, voilà, il y a une procédure qui doit être respectée, c'est-à-dire l'appréciation factuelle, l'appréciation émotionnelle, l'appréciation politique c'est une chose, mais l'appréciation juridique c'est autre chose, c'est comme ça, donc, non mais la loi c'est nous qui la faisons. D'abord la loi est faite. Mais attendez, moi par les députés, mais il ne s'agit pas que de la loi, il s'agit aussi ensuite du suivi. Cet homme était sous contrôle judiciaire. Certes, la loi imposait de le remettre en liberté au bout d'un an, puisque la peine qu'il encourait était inférieure à 10 ans. Mais que faisait-il en liberté avec une arme, alors que parmi les obligations de son contrôle judiciaire, il y avait notamment l'interdiction de porter une arme. Et les critiques en laxisme aujourd'hui, ou en tout cas en dysfonctionnement, ne viennent pas que de la droite. Certes, il y a les critiques de Marine Le Pen, d'Éric Ciotti, de David Lisnard, qui sont clairement à droite, voire à l'extrême droite, mais tout à l'heure, Yann Brossard, communiste, disait sur notre plateau que rien n'allait dans cette histoire. Il s'interrogeait aussi sur le fait que cet homme ait pu être laissé dans la nature avec une arme. Mais oui, la justice, Sandrine Rousseau, est trop laxiste. Non mais là, enfin, on avait un individu dangereux. Manifestement, il a été emprisonné pendant 1 an. Quelle expertise psychologique a-t-il subi aussi durant son hospitalisation, son incarcération. À l'issue de ça, on sait j'ai lu qu'il était tireur dans un centre de tir de loisirs. Mais il avait interdiction de porter une arme par rapport à sa précédente. Oui, mais ça veut donc dire qu'on savait qu'il était dans un centre de loisirs de tir. Donc, comment se fait-il qu'on ne se soit pas assuré qu'il n'ait pas d'armes à proximité, et comment se fait-il, encore une fois, qu'il n'ait pas été surveillé après la violence je trouve que, en tous les cas, il y a un laxisme sur les violences racistes, oui. Il y a un laxisme d'interprétation des violences racistes. Et puis là, une lenteur de la justice, parce que on peut considérer qu'en effet, 1 an de détention sans jugement, faut pas trop prolonger, parce que c'est quand même attentatoire à la liberté, mais 1 an sans arriver à juger et à condamner définitivement pour les faits qui lui étaient reprochés, c'est pas... C'est le cas pour tous les affaires. Mais c'est court en même temps en matière judiciaire. C'est court pour la justice, parce qu'elle n'a pas assez de moyens pour aller vite. Mais non seulement les moyens, mais tous les actes d'investigation qu'il y a à faire. Je veux dire, on ne se rend pas compte, mais quand il s'agit d'instruire une affaire, je suis pas magistrat, mais en ma qualité d'avocat, je le vois, il y a des actes d'investigation, ça prend du temps. C'est pas qu'une question de budget. Pour les lenteurs de la justice, ça fait des années et des années qu'on en parle, mais juste sur le suivi, j'aimerais quand même qu'on revienne là-dessus, parce que là, on a nos confrères d'RTL qui ajoutent que selon, encore une fois, ses parents, ils le qualifient d'abruti. Son père dit c'était un abruti, c'est un cinglé, il dit c'est un fou. Enfin, rendez-vous compte, son propre père le qualifie de la sorte. Il y a 11 jours, il sort de prison, sous contrôle judiciaire, mais il n'y a pas de suivi, alors que cet homme, encore une fois, a commis des actes racistes. Alors deux choses. Tout à l'heure, Sandrine Rousseau a fait un lapsus révélateur et très intéressant. Elle a dit son hospitalisation. Et ça m'a amusé, si je puis dire, parce que effectivement, beaucoup de gens qui sont incarcérés mériteraient plutôt de se retrouver dans un hôpital psychiatrique, parce que beaucoup de personnes qui sont incarcérées sont des gens qui sont psychiquement malades. Ça, il faut le dire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers la casse-prison alors qu'ils devraient être hospitalisés et suivis sur un plan mental. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que le suivi, qu'est-ce qui se passe ? Une personne est remise en liberté sous contrôle judiciaire. On met à sa charge des obligations, notamment obligation de soins, ce qui était son cas, obligation de ne pas de s'abstenir de porter une arme.
Bien entendu, il est suivi par un service de probation et d'insertion pénitentiaire qui fait partie du service d'application des peines. On ne peut pas mettre... Alors, il doit s'astreindre à ses obligations. S'il ne respecte pas ses obligations, il repart en prison. Le contrôle judiciaire est levé et il repart en détention. Ce sont des épées de Damoclès, c'est un contrôle et un suivi. Que voulez-vous faire de plus? C'est compliqué. Effectivement, contrôlés. Ouais, bonsoir. Mais contrôlés, ils sont contrôlés par le SPIP, ils sont convoqués dès leur sortie de prison, 15 jours après la sortie de prison. Oui, mais on va première accueillir... convocation. Ils sont pas suivis. Je me permets de vous interrompre parce qu'il y a Dominique Sopo qui nous attend depuis plusieurs minutes maintenant. Bonsoir, vous êtes président de SOS Racisme. Quand vous entendez là ce soir les déclarations de son père qui dit que c'est un fou, que c'est un abruti, que c'est un cinglé, est-ce que ce soir vous dites je maintiens que c'est un crime raciste, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi la piste tout simplement d'un déséquilibré qui est peut-être en train de se profiler? D'abord, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être déséquilibré et être raciste. Ce sont deux choses, j'allais dire, relativement différentes. D'ailleurs, dans le meurtre de Sarah Halimi, on a estimé que c'était une personne qui avait été mue par l'antisémitisme, tout en l'ayant déclaré irresponsable. Donc l'un ne va pas sans l'autre nécessairement, d'autant plus que même si on est sur quelqu'un de déséquilibré, de fou, vous remarquerez que quand même les cibles qu'il prend ne sont pas choisies tout à fait au hasard. Un camp de migrants il y a un an, cette fois-ci le centre culturel kurde. Enfin, si c'est pas ça que vous cherchez, franchement, pour tomber sur le centre culturel kurde, c'est que ce serait quand même un hasard particulièrement extraordinaire. Donc je pense qu'on est aussi sur un personnage qui, dans une ambiance quand même d'une forte libération de la parole raciste, enfin il y a même des chaînes concurrentes de la vôtre d'ailleurs, qui sont quasiment aujourd'hui dédiées à la promotion du racisme, des responsables politiques qui ont quand même un rôle excitatif en matière de racisme, évidemment que des personnes qui seraient plus faibles d'esprit, et c'est manifestement le cas de cet individu, si on en croit son père, peuvent être influencés, ambiancés par ce contexte. Donc vous êtes sur la même ligne que Sandrine Rousseau qui est avec nous en plateau. Vous dites que les discours haineux, racistes de la part de certains responsables politiques peuvent amener à ce genre d'actes, peuvent conduire à ça? Non seulement ils peuvent amener à ce genre d'acte, mais c'est aussi leur fonction. Je ferai remarquer que dans tous les discours racistes, on a des discours complotistes, on parle de la théorie du grand remplacement. Attendez, Dominique Sopo, vous dites leur fonction? Bien sûr, leur fonction. Pourquoi vous croyez que lorsque l'on dit qu'il y a un problème avec les Noirs et les Arabes et que ces gens sont en train de détruire le pays et de le faire sombrer dans la barbarie, leur fonction, pardonnez-moi, mais vous portez des accusations graves, si je comprends, quand vous dites c'est la fonction de ces discours de provoquer ce genre d'acte. Je vous comprends bien. Bien sûr. C'est pas une accusation grave. J'allais dire, c'est même un délit pénal pour lequel certains responsables politiques ont déjà été condamnés. Ça s'appelle l'incitation à la haine ou la provocation à la haine. Vous parlez des discours. Vous ciblez qui? Vous ciblez Éric Zemmour? Éric Zemmour a déjà été condamné pour provocation à la haine. Quand on condamne quelqu'un pour provocation à la haine, c'est bien parce qu'on dit que son discours a pour objectif de provoquer à la haine. Ça veut bien dire ce que cela veut dire. Donc il n'y a rien de très surprenant. Les discours politiques ne sont pas des discours qui sont sans effet. Les discours intellectuels ne sont pas sans effet. Les discours médiatiques ne sont pas sans effet. Est-ce que l'on pense réellement que les personnes qui tiennent des discours haineux vis-à-vis de groupes dans la population pensent que cela n'aura aucune conséquence en termes de passage à l'acte? Et quand bien même, d'ailleurs, les personnes ne le voudraient pas, elles savent très bien le risque qu'elles prennent en tenant ce type de discours excitatif. Donc évidemment qu'on est dans une ambiance qui pousse à ce type d'actes. D'ailleurs, ces dernières années, et notamment ces derniers mois, il y a eu de nombreuses alertes qui ont été faites, y compris par Interpol, sur la montée d'un terrorisme d'extrême droite, à côté du terrorisme djihadiste, qui reste la principale menace d'ailleurs aujourd'hui, mais cette montée d'un terrorisme et de ce risque de terrorisme d'organisation, et évidemment tout cela se structure à travers des mots. C'est d'ailleurs pour cela que dans notre législation, il y a des
limite à la liberté d'expression parce qu'on sait bien que les actes sont toujours précédés par des mots qui viennent justifier les actes qui sont perpétrés. Bon, vous cibliez Éric Zemmour, il vient de tweeter, alors je découvre le tweet en même temps que vous, il dit voilà, pensez aux victimes lâchement assassinées en plein Paris aujourd'hui par un homme qui n'aurait jamais dû être en liberté. Une réaction ? Franchement, réagir à Éric Zemmour, nous sommes sur des personnages qui cultivent la haine depuis des années dans notre pays, qui appellent quasiment à des ratonnades contre les Noirs et les Arabes en 2019 par exemple lors de la convention dite de la droite, même si c'est une convention d'extrême droite en l'espèce. Donc on est là sur des stratégies de couverture consistant à dire mais moi je ne suis pas un violent et ne me mêlez pas à ça. J'entends bien que Éric Zemmour essaye de se dédouaner de toute forme de responsabilité morale, mais je pense que évidemment ce type de discours, je dis pas lui en particulier ou un discours en particulier évidemment de ce personnage, mais que l'ambiance raciste qui est installée par toute une série de responsables dans notre pays, eh bien évidemment favorise ce type de passage à l'acte. Merci Dominique Sopo. Sandrine Rousseau, vous lirez déjà ? Oui, on a quand même une forme d'invisibilisation de cette violence d'extrême droite. On l'a vu avec les groupuscules qui se sont mobilisés au moment de France-Maroc et qui comptaient en découdre à l'issue du match. On l'a vu avec les manifestations violentes pour le coup qui ont eu lieu après le meurtre de cet enfant qui s'appelait Lola. On le voit là, en fait, il y a quand même, d'une certaine manière, une volonté de ne pas qualifier ces violences et une forme de minimisation par le pouvoir en place. Donc oui, Éric Zemmour est tel dans le conte de fées, il montre une patte blanche parce qu'il vient de la mettre dans la farine pour expliquer qu'il est en soutien des victimes. En même temps, tout son discours étant d'un racisme débridé et sans plus aucune limite, évidemment que ça participe de cette ambiance dans laquelle des individus qui peuvent être faibles psychologiquement, même si je précise quand même que manifestement il n'a pas été jugé faible pour être incarcéré un an, il n'a pas été jugé irresponsable pour être incarcéré un an. Donc il a peut-être une faiblesse psychologique, mais il a surtout une haine. Et cette haine, s'est transformée aujourd'hui en un acte politique violent et par un attentat, encore une fois. Et vous allez pas un petit peu vite en parlant d'acte politique, vu le profil qui nous est décrit par son père, qui parle d'un fou, d'un cinglé, je reprends ces termes, d'un abruti, c'est ce que dit son père chez nos confrères d'M6. Oui, mais animé par la haine. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire un petit peu vite. Il était animé par la haine. Mais oui, mais il est animé par la haine. Cet homme, manifestement, puisque ça fait 3 fois qu'il a des actes récurrents et dont le mobile est toujours le même, il est animé par la haine. On va revenir sur le profil dans un instant de cet individu avec vous, Alexandra Gonzalez. Mais avant, Agathe Lambré, juste rebondir sur ce que l'on entend depuis le début de l'après-midi dans la bouche des associations, mais dans la bouche aussi des responsables de gauche qui ciblent clairement les discours, on l'entend, de l'extrême droite et qui font le lien avec l'extrême droite. Oui, et pour rebondir sur ce que disait aussi Dominique Sopo, c'est vrai que ces dernières années, la frontière de ce qui était entendable et possible de dire a sans cesse été repoussée. Et le paroxysme de tout cela, l'acmé, si je puis dire, c'était la campagne présidentielle avec l'émergence d'un candidat, Éric Zemmour, qui tenait des propos que même Marine Le Pen ne tenait pas. Donc on a eu quand même une campagne présidentielle qui s'est faite dans un climat assez nauséabond. Et bien sûr, moi je suis d'accord sur le fait que cela crée un climat, je pense, propice au dérapage. Quand on a des responsables politiques de premier plan qui effectivement ont des propos que l'on peut qualifier de racistes ou en tout cas des discours de haine, bien sûr que cela crée un climat. Il est trop tôt aujourd'hui pour dire si cette personne qui a été interpellée est un militant politique avec un discours d'extrême droite structuré ou si c'est un désaxé, une personne isolée. Voilà, mais en tout cas, la menace d'extrême droite est une réalité en France, une réalité bien présente. Je disais tout à l'heure un rapport d'Europol sur l'année 2021, sur la totalité des dossiers de terrorisme d'extrême droite en Europe, la moitié de ces dossiers concernent la France. Donc vraiment, la France est particulièrement touchée par ce terrorisme d'extrême droite. Et par ailleurs, encore tout récemment, lors du match France-Maroc, il y a eu des interpellations de militants d'extrême droite, fichés S, qui étaient bien connus des services de renseignement. Mais cette personne, en l'occurrence, Gérald Darmanin l'a dit tout à l'heure, n'était pas fiché par les renseignements.